Salut, c'est Quentin, et aujourd'hui, je suis très heureux de débuter cette nouvelle chaîne où, tous les dimanches, je posterai une vidéo concernant l'aéronautique. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà plus d'un siècle que l'histoire de l'aviation a commencé à s'écrire. Malgré les polémiques qui tournent autour de son vol par manque de témoins, Clément Ader reste dans l'histoire comme étant la première personne à s'être envolée à bord d'un plus long que l'air. Né à Muret en 1841, dans le sud-ouest de la France, fils d'une lignée de menuisiers depuis maintenant plusieurs générations, il démontra son savoir-faire manuel lors de la reconstruction de l'église d'Aux, une commune située à quelques kilomètres de son village. Influencé par les histoires de son grand-père qui servait au sein des forces armées napoléoniennes, le petit Clément créa rapidement son élan patriotique. Admiratif du système qui faisait tourner les ailes voilées du moulin dans lequel vivait son grand-père, Clément resta bouche bée un long moment devant cette technologie. Son père espérait beaucoup que Clément lui succède à la tête de la menuiserie familiale, mais il souhaitait avant tout le bonheur de son fils unique. Aussi, lorsque l'instituteur lui conseilla « Monsieur Ader, il serait bien que votre fils aille poursuivre des études supérieures à Toulouse. » il se résigna. Son fils partit alors, en octobre 1853, à l'âge de 12 ans, comme pensionnaire d'institut à Sceaux. Il obtint son baccalauréat à 15 ans. Il était considéré par ses professeurs comme un élève très sérieux, particulièrement doué en mathématiques et en dessin. En 1857, une toute nouvelle section d'ingénieurs fut ouverte. Il fera alors partie de la première promotion, d'où il en ressortira diplômé en 1861. Arrivé au terme de ses études, il part alors à la recherche d'une situation stable. Venu dans la capitale pour l'exposition universelle annuelle, il découvre les vélocipèdes, où il envisage de remplacer les bandages en fer par du caoutchouc. Il se lance alors dans la fabrication de ces vélos en caoutchouc. Malheureusement, la guerre franco-prussienne de 1870 l'oblige à arrêter son activité. Il est alors employé par l'armée pour confectionner un cerf-volant permettant de faire voler un homme. À la fin de la guerre, il lui vient une idée. Créer une machine plus lourde que l'air. Il doit alors trouver des fonds pour financer ce nouveau projet. La téléphonie naissante, il se lance dans la commercialisation de l'appareil de Graham Bell. Il est l'inventeur du théâtrophone, un réseau qui permettait d'écouter l'opéra directement de chez soi. Cette innovation lui permit de créer rapidement une fortune certaine, ainsi que de nouer des contacts au sein du gouvernement, où il en profitera de placer son idée qui révolutionnera l'humanité, l'éole. Il consacra une grande partie du reste de sa vie à confectionner, améliorer et faire voler plus long que l'air autopropulsé. Malheureusement, les recherches et les trucs coûtaient cher. Fort heureusement, il trouva en entrepreneur et homme politique français Isaac Pereire un parrain à la fois généreux et avisé. C'est alors que lui venue une idée. Le vol des oiseaux et des insectes m'a toujours préoccupé. J'avais essayé tous les genres d'ailes d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes, disposées en ailes battantes ou ailes fixes avec hélice. Je découvris l'importante courbe universelle du vol ou de sustentation. Ader construit un planeur de 9 mètres d'envergure qui pesait 24 kg et qui est susceptible de recevoir un moteur. C'est enfin, 20 ans plus tard, en 1890, que dans le parc du château Grès-Sarmenvilliers, au sud-est de Paris, que les employés d'Ader eurent enfin le plaisir d'admirer le premier vol de l'éole. Un an plus tard, l'armée commandera à Clément l'Aquilon, convaincu par le vol de l'éole. C'est le 12 octobre 1897, au camp militaire de Satory, que l'Aquilon
prit son envol. 2 jours plus tard, avant que le vent est fort, Clément Ader lance sa machine devant 2 officiels du ministère de la Guerre, qui déclarent à l'issue de la démonstration: Il fut cependant facile de constater, d'après le sillage des roues, que l'appareil avait été fréquemment soulevé de l'arrière et que la roue arrière formant le gouvernail n'avait pas porté constamment sur le sol. Mais c'est alors que l'appareil prit une trajectoire incontrôlée, qui s'inclinera, s'immobilisera dans un grand fracas. Les officiels répondront à la question. L'appareil a-t-il tendance à se soulever quand il est lancé à une certaine vitesse? La démonstration n'a pas été faite dans les 2 expériences qui ont été effectuées sur le terrain 11. Ils concluront que ce 14 octobre 1897, le Français Clément Ader aurait peut-être effectué un décollage motorisé, mais non contrôlé, d'un objet plus long que l'air. L'armée arrêtera de financer les recherches qui s'élevaient à près de 8 millions d'euros actuels. Ader lui-même ne fut pas convaincu d'avoir effectué ce vol. Ce n'est qu'en 1906 qu'il affirmait avoir effectué ce vol après le succès des premiers vols Santos-Dumont. Ce silence est à l'origine de la controverse entretenue par les partisans des frères Wright. Après plusieurs maquettes de l'éole qui démontraient que l'éole était capable de s'envoler, rien ne démontre que l'appareil était capable de se contrôler convenablement. Lettre de Wilbur Wright, son frère Orville, le 31 mars 1911. Je suis allé voir l'appareil d'Ader et me suis procuré une échelle pour l'examiner de plus près. Il n'existe aucune possibilité de réglage en vol, si ce n'est la manœuvre d'avant en arrière au moyen d'une vis sans fin, et c'est quelques 20 ou 30 tours qui sont nécessaires pour modifier la position des ailes. La machine entière est d'un ridicule achevé. Clément terminera sa vie au château de Ribonnet près de Toulouse. Parfois, René Panhard et Émile Levasseur lui rendent visite pour lui demander de tester leur dernier modèle. Il mourra à Toulouse le 3 mai 1925 après une reconnaissance nationale tardive. En 1910, Guillaume Apollinaire écrit: Français, qu'avez-vous fait d'Ader l'aérien? Il lui restait un mot, il n'en reste plus rien. Quand il eut assemblé les membres de l'ACES, comme il était son nom dans la langue française, Ader devint poète et nomma l'avion. Ô peuple de Paris, vous, Marseille et Lyon, vous tous, fleuves français, vous, françaises montagnes, habitants des cités et vous, gens des campagnes, l'instrument à voler se nomme l'avion. Cette douce parole eut enchanté les poètes prochains la mettront dans leur rimes. Non, tes ailes adhèrent, ne t'es pas un aile, lorsque pour les nommer vint un grammairien, forger un mot savant sans rien d'aérien, tout le sourd hiatus, l'âne qui l'accompagne, font ensemble un mot long comme un mot d'Allemagne. Il fallait un murmure et la voix derrière.